Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à tous dans Business Africa. Je suis Ndéa Yoka, regardons les titres. Le Rwanda claque à nouveau la porte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un coup dur qui secoue la coopération et pourrait impacter l'économie régionale. Ensuite, cap sur Ngong, capitale camerounaise de l'arachide. Malgré ses 180 000 tonnes annuelles, son potentiel économique est grignoté, faute de contrebande et de mécanisation. Et pour clore, à Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, une fintech kenyane a fait du Bitcoin la nouvelle monnaie du quotidien. Le Rwanda a mis fin à son engagement au sein de la CEAC après 16 ans. Ce retrait soulève des questions cruciales sur l'avenir de la coopération politique et commerciale dans une région déjà fragilisée. Le Rwanda annonce son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale après 16 ans. Un coup dur pour cette organisation où les échanges représentent à peine 5% du commerce intra-africain. C'est la deuxième fois que Kigali se retire. Une première sortie avait eu lieu en 2007 avant un retour en 2016. À l'origine de cette décision, le 26e sommet de l'organisation en Guinée équatoriale. Kigali s'attendait à prendre la présidence tournante de l'organisation, mais les États membres ont prolongé le mandat du président Obiang Nguema. Le Rwanda dénonce une instrumentalisation de la CEEAC par la RDC et accuse le bloc de violer ses principes fondateurs. Seulement 3% de ses exportations destinées à l'espace CEEAC, Kigali minimise l'impact économique. Mais pour les transporteurs, ce retrait risque d'alourdir les coûts logistiques, notamment sur le corridor Dar es Salaam, crucial pour l'approvisionnement rwandais. Deux secteurs sont jugés particulièrement vulnérables, le transport aérien avec 30% du trafic intra-CEEAC menacé et les télécoms où les tarifs de roaming pourraient grimper en flèche. Les investisseurs, eux, restent attentifs à la stabilité des frontières et à l'évolution des tensions avec Kinshasa. Plus inquiétant à long terme, ce départ pourrait compliquer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale dans une région déjà à la traîne en matière de coopération commerciale. La sortie du Rwanda de la CEAC relance le débat sur l'intégration régionale en Afrique centrale. Pour mieux comprendre les enjeux, nous accueillons Eugène Nyambal, économiste et consultant camerounais. Monsieur Nyambal, bienvenue dans Business Africa. Le Rwanda a annoncé son départ de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pouvez-vous nous éclairer sur la situation ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison du conflit entre la RDC et le Rwanda, la RDC a saisi la CEAC pour demander au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles dans l'est du Congo. Et il se trouve que la position de la RDC a connu plus de sympathie de la part des pays membres de la CEAC. Vous savez que le Rwanda devait prendre la tête de la CEAC. La plupart des pays membres ont insisté pour que la Guinée équatoriale continue à tenir le flambeau, ce qui a eu pour effet d'irriter le Rwanda, qui déjà avait commencé auparavant par s'inquiéter en disant que la CEAC n'avait pas l'efficacité attendue par les pays membres. Le Rwanda reproche donc au bloc de ne pas être assez performant. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai eu l'heure de travailler sur la CEAC qui, à mon avis, lorsque je compare à la CEDEAO, à la SADC, aux autres régions, c'est l'une des régions où l'intégration régionale avance le moins possible. On a un sous-bloc qui est le bloc de la CEMAC, qui a l'avantage d'être mieux structuré autour de la Banque centrale et du franc CFA, et puis d'une union économique. Quand on regarde au niveau de la CEAC, il y a plusieurs faiblesses. C'est que, en termes de dynamisme, même en termes de projets régionaux, il n'y a pas assez d'initiatives pour faire avancer l'intégration régionale au niveau de la CEAC. C'est une union où les pays ne sont pas convaincus que leur avenir se joue au sein de la CEAC. Vous avez l'Angola, vous avez la RDC et tous ces pays qui s'ajoutent au bloc de la CEMAC, mais il n'y a pas d'initiative forte. Le départ du Rwanda peut-il créer une onde de choc au sein du bloc? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, au sein de la CEAC, il y a ce qu'on appelle en économie la malédiction des matières premières, où
du fait que chaque pays a suffisamment de minerais, de ressources naturelles pour vivre de manière autonome, personne ne ressent la nécessité de se mettre en commun pour créer un bloc économique fort, contrairement à des zones comme la CEDEAO, où vous avez des pays qui ont besoin de commercer avec leurs voisins pour pouvoir alimenter leur économie. Vous avez de l'autre côté, en Afrique de l'Est, où c'est une zone essentiellement anglophone, où il y a une tradition de commerce. Et puis dans des zones comme la SADC, la plupart des économies ont une taille critique. Kenya, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie, tous ces pays ont un PIB supérieur à celui des pays d'Afrique centrale. Alors que les économies de la CEAC sont basées sur les matières premières que l'on peut vendre à l'Asie ou à l'Union européenne sans transformer, alors que vous prenez le Kenya par exemple, il y a une base industrielle assez diversifiée, et vous prenez l'Éthiopie qui vient de construire le plus grand barrage d'Afrique, il l'a construit pour vendre l'électricité au Kenya et aux pays voisins. Donc, en fait, là-bas, la coopération est basée sur les échanges économiques parce qu'on est conscient qu'on ne peut grandir et s'enrichir qu'ensemble. J'ai eu à voir des projets financés par des bailleurs de fonds pour la CEAC, des projets de 3-4 ans qui ont mis 9 ans pour être mis en œuvre et la CEAC n'avait réussi à utiliser qu'un tiers des fonds qui avaient été mis à sa disposition pour renforcer l'intégration régionale. Il y a plus de contraintes pour envoyer les marchandises vers l'Europe. Donc, il y a plusieurs problèmes. Un problème de volonté politique pour construire une union forte. Il y a un problème de capacité institutionnelle et la capacité à générer des projets et programmes communs. Monsieur Niembal, je vous remercie. Merci. Avec assez d'arachides pour nourrir son économie, le Cameroun peine pourtant à valoriser son or brun, freiné par des méthodes ancestrales et un commerce transfrontalier incontrôlé. Dans la ville de Ngong, située à 40 km de Garoua, capitale du nord du Cameroun, l'arachide est omniprésente et déclinée sous toutes les formes. La ville s'est d'ailleurs bâtie une réputation autour de cette culture. Chaque jour, des centaines de sacs d'arachide sont expédiés vers le sud, les pays limitrophes et les villes voisines. El-Hadj Alino, commerçant et grossiste, s'approvisionne exclusivement à Ngong. Nous vendons les sacs d'arachide qui viennent des marchés de Ngong. Parce que là-bas, Ngong, c'est un grand marché international. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il y a même les Nigériens, il y a les Gabonais, il y a même les Tchadiens qui sont là-bas. Parce que le prix là-bas est abordable. Vendu par sac de 100 kilos, l'arachide existe en plusieurs variétés et s'impose comme l'un des produits agricoles phares juste derrière le coton. Grâce à des terres fertiles, presque chaque famille, même modeste, cultive au moins 1 hectare. Pour les économistes, cette région est le grenier de l'Afrique centrale avec un fort impact sur l'économie nationale. En termes chiffrés, nous sommes, suivant les données récentes que j'ai pu obtenir, nous sommes aux environs de 180 à 130 000 tonnes de production. C'est un secteur très porteur et qu'il convient au gouvernement d'accentuer. En termes de mécanisation, elle est encore très faible, alors que le potentiel il est très grand. Même les pays voisins tirent bénéfice. Nous avons le Nigeria, nous avons la Centrafrique et le Tchad. Et il faut noter qu'environ 1/5 de la production va vers ces pays de façon illicite. Malgré un potentiel considérable, la production d'arachide reste freinée par des méthodes archaïques. Les producteurs espèrent un appui de l'État pour en faire un véritable levier d'autonomie économique et alimentaire. Dans les ruelles de Kibera, des smartphones deviennent des portefeuilles Bitcoin. Cette révolution est portée par Afribit, une start-up locale, pour ce que les banques ignorent. À Kibera, l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique, le Bitcoin s'immisce dans l'économie quotidienne. Dans ce quartier de Nairobi, environ 200 résidents utilisent la crypto-monnaie. L'initiative vient d'Afribit Africa. Cette fintech kenyane verse des subventions en Bitcoin depuis 2022. Objectif, contourner l'exclusion bancaire. J'utilise le Bitcoin depuis environ 1 an et demi. Le Bitcoin permet de ne pas avoir d'argent liquide encombrant dans les poches. Quand vous avez de l'argent liquide dans vos poches, vous devenez la cible des voleurs. Les éboueurs comme Onesmas, souvent payés par des ONG, sont les premiers à avoir adopté la crypto-monnaie. Et très vite, les commerçants locaux ont suivi.
J'ai commencé à utiliser le Bitcoin l'année dernière. Je vends des légumes en espèces et en Bitcoins. Jusqu'à présent, on va dire que les bons jours, entre 9 et 15 personnes utilisent le Bitcoin lorsque les affaires marchent bien. Avec ses équipes, Afribit mène des formations pour expliquer comment sécuriser les transactions, mais aussi pour aider les utilisateurs à comprendre les risques liés à un actif volatile et non régulé. Nous travaillons actuellement avec des commerçants ou mamambogas, comme on les appelle, et des groupes de gestion de déchets. Ils représentent 80% de la population qui n'a pas accès au système bancaire traditionnel. Paiement de services, nourriture, recharge téléphonique, ici tout passe désormais par le numérique. Mais si le Bitcoin ouvre une voie d'inclusion, il n'efface pas les défis. Coût de la connectivité, volatilité du marché, manque de régulation. Voilà qui conclut Business Africa. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.